Philosophie, manière de vivre et exercice spirituel, je suis aujourd'hui avec Xavier Pavie pour ce nouveau numéro de Deux fils en philo, l'émission qui tire le fil de la pensée de ses invités. Xavier Pavie, bonjour. Vous Bonjour êtes, Mathias. je le disais, philosophe, docteur en philosophie. Vous êtes également professeur à l'ESSEC et également directeur du centre Imagination. Je ne sais pas si on en parlera, mais j'espère qu'on en parlera. Depuis juin 2022, vous êtes également directeur de programme au Collège international de philosophie. Vos travaux sont essentiellement consacrés, alors, à la fois à la philosophie des exercices spirituels, dont il va être longuement question lors de cette émission, ainsi qu'à l'innovation responsable. Et puis, vous êtes l'auteur de plus d'une dizaine d'ouvrages, dont La méditation philosophique en 2010 chez Erol, L'apprentissage de soi également, et puis votre dernier livre, dont on va parler également aujourd'hui longuement, Exercice spirituel philosophique, une anthologie de l'Antiquité à nos jours. Alors j'ai adoré ce livre, je vous le dis vraiment sans détour. Je l'ai adoré parce que c'est à la fois une anthologie, effectivement, mais c'est bien plus qu'une anthologie, c'est-à-dire qu'une compilation de textes. C'est à la fois un traité, c'est un manuel aussi pour ceux qui voudraient s'initier à la philosophie. Et je trouve que c'est une très très bonne introduction à la philosophie et notamment à la philosophie dans son sens le plus pratique. On va en parler tout à l'heure. Cette émission va être construite autour de 4 séquences et on va commencer avec la première séquence, Toufi or not Toufi. Alors Toufi or not Toufi, c'est une séquence qui est consacrée à la philosophie et à ce qu'est la philosophie. Et ma première question, ça va être de vous demander pourquoi et comment vous êtes devenu philosophe. Je ne sais pas bien pourquoi je suis attiré par la philosophie. Je me souviens à peu près de moments quand j'ai lu, notamment c'était le banquet de Platon. Je me souviens très bien avoir parcouru quelques extraits, quelques pages, et j'ai tout de suite, c'était avant des classes, avant même un enseignement de philosophie, c'est d'avoir été confronté à ces questionnements dans le banquet de Platon. Ça m'avait intéressé, toute cette démarche. Je pense que je n'ai pas compris le banquet de Platon, mais ça m'a suffi à comprendre que je voulais faire de la philosophie et que ça n'allait pas me lâcher. Donc c'est à peu près ce début. Et on devient rarement philosophe par hasard. C'est quand même un long chemin, notamment universitaire, d'être philosophe. Ouais, ça voudrait, enfin, la question que vous posez derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut appeler un Ouais, philosophe? Et ce qu'on peut appeler un effectivement. philosophe, c'est de se dire, je vais essayer de... Il y a plusieurs, évidemment, définitions, types de définitions, hein. Deleuze parlait de construction de concepts Ouais. pour essayer de faire ce que l'on appelle un philosophe. Un philosophe, c'est au moins celui qui connaît la sagesse, qu'il n'y est pas, mais en moins qu'il voit le chemin qu'il veut parcourir pour y accéder. C'est pour ça que mes travaux, comme vous l'avez rappelé, sont autour des exercices spirituels, c'est-à-dire, en tout cas, ce que moi je travaille, c'est comment atteindre, acquérir, ou en tout cas comprendre ce qu'est la spiritualité, comment est-ce que l'on y va. Et à ce titre-là, je me considère en effet comme philosophe parce que je travaille sur le sujet. Je travaille sur cette voie de la philosophie, de la sagesse, que je n'ai pas atteinte, clairement pas, mais je travaille sur ce chemin de la spiritualité. Et ce chemin de la spiritualité, en tout cas ce chemin de la sagesse, n'est pas déconnecté ou décorrélé avec les questions d'innovation responsable. Parce que dès lors que l'on parle par exemple d'entreprise, eh bien c'est de la même façon, ou organisation d'une manière générale, eh bien c'est quoi le chemin de la sagesse pour l'entreprise? Donc que ce soit pour l'homme, que ce soit pour l'individu, que ce soit pour une organisation, l'idée c'est d'atteindre cette sagesse. Les différentes voies sont possibles. Moi, j'ai choisi celui de la philosophie, celui des exercices spirituels, qui permet en tout cas de tracer un chemin vers cette dimension-là. Donc, j'essaye de travailler, de publier, de réfléchir, d'accentuer mes recherches
pour continuer ce chemin vers la sagesse. Alors justement, quand on prend l'histoire de la philosophie, on a un peu l'impression, en tout cas pour ceux qui voudraient cheminer dans cet ensemble, que l'identité de la philosophie est une identité très éclatée. On a plein de définitions différentes de la philosophie. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Philosopher, c'est la recherche de la sagesse. Philosopher, c'est créer du concept pour Deleuze. Pour d'autres, philosopher, c'est la clarification logique de la pensée, ça c'est Wittgenstein. Vous, quelle est votre, enfin vous avez déjà un peu répondu, mais quelle est votre définition de la philosophie et à quoi sert la philosophie si elle sert à quelque chose? En fait, c'est pas véritablement ce que ou comment moi je définis la philosophie. Il y a véritablement 2 approches philosophiques qui ne sont pas forcément les miennes, ce sont celles globalement que l'on peut avoir. C'est à la fois comment vivre, et comment vivre dès les présocratiques, dès les platoniciens, les aristotéliciens, mais également les cyniques, les épicuriens et les stoïciens, nous avons cette question de comment vivre. Donc le comment vivre est le début Ça de la va pas de philosophie. soi de vivre. Bah, de vivre, oui, de savoir comment vivre, ça ne va pas de soi. Et donc on pourra en discuter, mais cette notion de comment est-ce que je dois me comporter, parce que la vie est pleine d'obstacles. Et donc puisque la vie est pleine d'obstacles, puisque la vie a des difficultés, puisque la vie n'est pas simple, eh bien je ne sais pas comment me comporter. Elle peut être plus simple, pas simple, de différentes façons. Ça peut être, je suis habité par un certain nombre de passions, l'argent par exemple, la gloire par exemple, mais ça peut être d'autres éléments, comme la mort, la maladie par exemple, les différents obstacles. Eh bien, quand vous regroupez tout ça, il y a la notion de comment vivre. Autrement dit, quand vous disiez tout à l'heure que philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est une phrase de Montaigne, eh bien, on est dans cette optique-là. On est dans cette optique du comment vivre. Wittgenstein, on n'en est pas loin également. C'est cette notion de comment je vais vivre, comment je peux, grâce au langage, comment je peux comprendre l'autre, par exemple. Donc tout ça, et finalement, il y a différentes ramifications à partir du comment vivre. Et puis il y a un autre pan de la philosophie qui est la notion de connaissance. C'est-à-dire que la notion de l'étonnement philosophique, qui est chez Aristote, va être je m'étonne de ce qui se passe et je veux comprendre. Pourquoi? Parce que, alors là c'est déjà des lacédémoniens par exemple, évidemment l'école de Les Milet, Lacédémoniens, c'est Sparte. Hein, absolument, c'est l'ancien Sparte, et puis l'école de Milet par exemple, où l'on va avoir un certain nombre de penseurs qui vont essayer d'aller au-delà de la religion et des mythes. Aller au-delà de la religion et des mythes, c'est s'interroger. C'est une chose très simple. Pourquoi est-ce qu'il y a l'orage? Pourquoi est-ce qu'il y a les saisons? Pourquoi est-ce qu'il y a la pluie, le beau temps? Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette notion de nature-là? Eh bien, ce n'est pas forcément les dieux. Donc, si ce n'est pas les dieux, c'est quoi? Et donc, la philosophie va ici questionner les choses. Et c'est pourquoi on a dans donc ce deuxième pan de la philosophie une notion qui est proche de la science et des mathématiques. C'est pour ça qu'on a Thalès, c'est pour ça qu'on a Pythagore, c'est pour ça qu'on a ces personnes qui vont être à la fois des philosophes et des scientifiques parce qu'ils vont chercher à comprendre les choses. Donc pour résumer, mon point il est que on a globalement une définition de la philosophie qui est à la fois le comment vivre et à la fois le comprendre et la connaissance. Ensuite, il y a plein de ramifications, mais globalement, ce sont les 2 pans. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui la philosophie est une discipline toujours vivace et vivante? Est-ce qu'elle parle encore à tout à chacun, comme ça pouvait être le cas dans l'Antiquité, ou est-ce qu'elle s'est un peu coupée de l'homme du commun? Elle a toujours été comme ça. Parce que effectivement, quand on regarde la philosophie antique, on peut s'apercevoir qu'il y a des écoles qui ont une place publique importante, on a cette impression d'avoir différents courants. La philosophie n'était pas pour tout le monde. Vous savez, il y a cette phrase à qui on demandait à Épictète combien Socrate avait-il convaincu de personnes. Il passait son temps sur les marchés, il passait son temps à discuter. C'est ça, Combien? Socrate, il s'adressait À tout le monde, à la fois aux juges, aux militaires, aux artisans, sur la aux place publique. jeunes. Et donc à Épictète, on lui dit mais combien Socrate a-t-il convaincu de personnes? Et la réponse est cinglante, pas même 1 sur 1000. Parce que la philosophie reste quelque chose de réservé, reste quelque chose qui va demander un certain effort, un certain mode de vie, une certaine attitude, qui fait qu'elle n'est pas si présente qu'elle pourrait l'avoir l'air, aussi bien dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous avons, pour reprendre votre question de manière plus précise, nous avons, non pas, je ne vais pas vous faire une réponse convenue, on n'a jamais eu autant besoin de la philosophie, etc. Oui, c'est vrai, mais pas plus qu'avant. Pas plus qu'au 19e siècle, on en a eu besoin avec des grandes découvertes qui se passaient. Pas plus qu'à la Renaissance, pas plus qu'avant. On a toujours eu besoin de la philosophie. La question est comment est-ce que la philosophie s'exprime? Comment est-ce que la philosophie va devenir de plus en plus importante vis-à-vis des questionnements que l'on a?
Eh bien, effectivement, on en a besoin aujourd'hui parce qu'on en a besoin dans les entreprises, on en a besoin dans les organisations, on en a besoin pour soi, on en a besoin pour des questions géopolitiques, on en a systématiquement besoin, mais je dirais qu'on n'en a pas moins besoin quand Platon s'est rendu à Syracuse voir le tyran. Euh, Devenir philosophe, c'est un long chemin qui est fait souvent de rencontres, rencontres physiques ou pas d'ailleurs, ça peut être des rencontres avec l'œuvre de quelqu'un. Quels sont les philosophes qui vous ont inspiré? Celui avec lequel j'ai le plus eu de contact alors dans ses textes, et puis je l'ai rencontré succinctement, c'est Pierre Hadot. Pierre Hadot est celui qui a effectivement caractérisé la philosophie comme manière de vivre. Alors justement, là, j'ai amené, on Ouais, peut certainement voir à l'antenne La philosophie comme manière de vivre, qui est un livre d'entretien ouais. de Pierre Hadot. Un mot sur Pierre Hadot, justement. Pierre Hadot est un philosophe humain, et c'est ce que j'ai aimé chez lui. Avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de questionnements. C'est quelqu'un qui était destiné à être prêtre, et puis à la lecture et au travail philologique qu'il a accompli, il s'est dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, à la fois dans ce qui est dit dans les textes, dans les écrits bibliques, à la fois dans toute la religion, et à la fois ce qui s'est passé dans l'Antiquité. Il commence à noter des incohérences, à montrer des éléments qui sont des réappropriations qui lui procurent un doute considérable, et le doute le fait refuser finalement d'aller jusqu'à être et devenir prêtre. Et donc c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question, quelqu'un d'avoir peur. Je crois que c'est dans ce livre, dans les entretiens, il dit je passe mon temps à parler des exercices spirituels, la passion, se maîtriser, etc. Il dit mais j'ai pas toujours réussi. Moi-même, j'ai pas toujours réussi dans la vie. Parce qu'il explique d'ailleurs que le philosophe, c'est celui qui désire la sagesse, et que ce faisant, il se définit plus par le désir que par la sagesse. Le philosophe, c'est un désirant finalement. Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant votre remarque et ce que pouvait mettre en perspective Pierre Hadot, parce que on a les grands textes des philosophes, mais pourquoi est-ce qu'ils les ont écrits? Pourquoi est-ce qu'Épictète a écrit ça? Pourquoi est-ce que Marc Aurèle l'a écrit? Pourquoi Épicure? Est-ce que c'est parce qu'il le pratiquait vraiment, ou est-ce qu'il voulait, il désirait, pour reprendre votre point, il désirait être comme ils le décrivent? Ce sont avant tout des hommes. Et donc Pierre Hadot a d'une certaine manière redescendu la philosophie sur Terre en parlant de transcendance et de spiritualité, ce qui est absolument génial. Donc c'est un premier philosophe. Évidemment, le philosophe qui pour moi est très important va être Michel Foucault, parce ils ont beaucoup travaillé ensemble. Enfin, ils ont beaucoup travaillé ensemble. En tout cas, Pierre Hadot est rentré au Collège de France grâce à Michel Foucault. Donc ils ont évidemment des accointances l'un l'autre. Michel Foucault a beaucoup travaillé sur la question du souci de soi, de la technique de soi. Et ensuite, mes travaux ont beaucoup porté sur la philosophie contemporaine. Et donc, je me suis beaucoup intéressé globalement la fin du 19e, fin du 19e, avec des gens comme Emerson ou Henri David Thoreau, par exemple, qui pour moi est celui qui peut-être me marque le plus encore aujourd'hui. A contrario, quel est le philosophe dont vous êtes le plus éloigné? C'est peut-être parce que je ne les connais pas. C'est peut-être parce que je les connais pas, mais j'ai beaucoup plus de mal avec des philosophies analytiques ou des philosophes tels que Hegel, par exemple, qui seront beaucoup plus éloignés de la façon avec laquelle on considère la philosophie comme manière de vivre. Quelles sont les qualités qu'il faut pour devenir philosophe ou pour être philosophe, à votre avis? C'est des qualités qui sont accessibles à tout le monde, et c'est pour ça qu'on disait que la philosophie est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a besoin de deux éléments, globalement la théorie et la pratique. C'est le point clé de la philosophie. C'est-à-dire qu'il faut acquérir de la connaissance. Vous pouvez l'acquérir à travers les ouvrages, à travers un maître, à travers des cours. Vous devez avoir un socle de connaissances solide et sérieux. Pourquoi? Parce que vous avez globalement 2500 ans de réflexion qui ont déjà été posées sur des grandes questions. Ça veut dire qu'on ne peut pas philosopher comme ça, ex abrupto. On est obligé de passer par Socrate, Aristote, Épictète, forcément. Sinon, c'est de la conversation. Donc on peut avoir de la conversation, mais ça n'est que de la conversation. Il faut quand même acquérir une certaine connaissance sur les dogmes, les principes, la façon avec laquelle nous pouvons construire notre pensée. Alors, nous pourrions commencer à zéro. Vous avez raison, Mathias, on pourrait commencer à zéro, mais ça veut dire qu'on La commence fameuse table rase de Descartes, absolument. Mais alors, il utilise ça, vous avez raison, il utilise ça, mais est-ce qui est qu'il est une fiction. Hein, qui est une fiction, qui est une fiction parce qu'il ne le fait pas réellement, et puis il le fait pour un but très particulier. Si on recommence à zéro, ça veut dire qu'on recommence à zéro le début de la philosophie. La question c'est pourquoi recommencer à zéro alors que des réflexions sont déjà posées? Ça n'empêche pas d'apporter la sienne, mais on va effectivement avoir besoin de ce socle de connaissances.
La deuxième qualité pour un philosophe, c'est la notion de praxis. Donc on a théoria d'un côté et praxis de l'autre, c'est-à-dire la mise en œuvre. Comment je vais me comporter pour pouvoir mettre en œuvre les écrits, les connaissances, les compétences que j'ai pu acquérir. Et donc le philosophe se définit toujours selon ces deux caractéristiques, à la fois la théorie et à la fois la pratique. Même si, et ce point est important, même si, in fine, ce qui est fondamental, c'est la pratique. Parce que l'idée, c'est comment vivre. Donc, puisque l'idée, c'est comment vivre, la pratique est plus importante que la théorie. Mais j'ai besoin évidemment de théorie pour pouvoir pratiquer. Alors, on va en reparler tout à l'heure quand on évoquera les exercices spirituels philosophiques. Justement, puisqu'on parle de pratique, on est ici sur la chaîne du bien-être et du développement personnel. Quel est le rapport que la philosophie peut entretenir avec la galaxie du développement personnel? Quelle vision vous avez de cette galaxie? Est-ce que la philosophie est une espèce de proto-développement personnel ou, Alors, il faut faire attention aux termes parce que la question du développement personnel a une coloration, c'est, je dirais peut-être 10, 15 ou 20 dernières années, qui n'est pas forcément celui que l'on pourrait avoir dans l'Antiquité, bien sûr, avec la question du développement personnel. On voit bien que la philosophie euh, attire ceux qui parlent du développement personnel ou du bien-être de manière un peu rapide ou un peu facile, qui correspond tout à fait à mon premier point. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas une somme de citations. La philosophie n'est pas une somme de citations qui pourrait faire bien. Il y a besoin d'un travail profond pour pouvoir véritablement le mettre en œuvre et comprendre ça. Le philosophe n'est pas pour le bien-être. Je dirais même qu'il est pour le vivre le moins mal possible. Vivre le moins mal possible, c'est pas le bien-être. Il y a le bien-être, il y a quelque chose d'assez, d'assez peut-être, comment je pourrais dire, d'assez mystique derrière cette notion de bien-être. Qu'est-ce que l'on pourrait mettre derrière ça? Et donc la philosophie n'est pas le bien-être. Est-ce que la philosophie peut amener à le bien-être? Elle peut amener à un vivre le moins mal possible parce qu'elle permet de gérer un certain nombre d'obstacles, un certain nombre de dépendances, un certain nombre de difficultés que l'on peut avoir. Mais ce n'est pas son but premier. Son but premier, c'est d'atteindre la sagesse. Et donc la sagesse et le bien-être n'est pas forcément quelque chose d'autre. C'est pour ça d'ailleurs que la philosophie, il y a eu beaucoup de livres sur le, notamment il y a un livre qui était célèbre qui s'appelait Plus de Platon, moins de Prozac. Eh bien, c'était de se dire finalement, il peut y avoir une accointance entre les deux, il peut y avoir un lien entre les deux. Il n'empêche que la philosophie, oui, elle est possible et elle peut apporter un moins mal vivre possible si et seulement si nous pratiquons ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire la connaissance forte, la pratique de manière détaillée. Donc, je ne mélangerai pas les deux. C'est deux choses différentes. Il peut y avoir du bien-être que personnellement je ne connais pas bien. Je ne connais pas bien cette démarche du bien-être. Ce que je connais, c'est la philosophie pour viser la sagesse. Mais ce n'est pas forcément du bien-être. Je vais chercher maintenant à découvrir un peu qui vous êtes. On va passer à la séquence suivante avec l'interview socratique. L'interview socratique, c'est une série de petites questions. Vous pouvez répondre d'ailleurs de façon assez brève, hein. Il ne s'agit pas de raconter sa vie, qui va vous concerner, vous, Xavier Pavie. Première question, souvent en philosophie, il y a la question du qui suis-je, est une question importante. Alors je vais vous demander, qui êtes-vous, Xavier Pavie? Comment vous vous définissez? Ah bah, j'essaie en tout cas de me définir par... C'est l'interview socratique. Donc Socrate avait dit, pour me définir, je veux que je sois regardé, évalué, considéré, défini par mes actes. Donc ce que je fais, c'est beaucoup d'enseignement, donc j'enseigne beaucoup. J'écris beaucoup également, donc ce sont les deux éléments qui sont pour moi très constitutifs de ma vie. Et c'est important parce que Wittgenstein, vous l'avez cité tout à l'heure, disait qu'il faut considérer l'enseignement comme de la publication. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire lorsque je suis en salle de classe. C'est pour moi le meilleur espace possible. Là où, pour le coup, je me sens comme le moins mal vivre possible, ou peut-être le bien-être, je ne sais pas si on peut l'appeler tel quel, mais c'est dans une salle de classe. Parce que c'est un espace de liberté, c'est un espace de confrontation, c'est un espace de débat. J'ai la chance d'avoir différents types d'étudiants qui sont plutôt intéressés par ces questionnements, qui soient d'ailleurs à l'ESSEC ou dans d'autres endroits. Et ce débat-là est pour moi une façon de me définir de manière assez claire. Aller vers le débat des autres, aller vers l'enseignement, la pratique, c'est pas vraiment la transmission. Je ne considère pas l'enseignement comme la transmission, puisque
les individus que j'ai en cours me transmettent aussi beaucoup. Donc c'est plutôt de l'ordre de l'échange et du débat. Mais tout ça, j'ai besoin aussi d'écrire et d'évoluer sur des connaissances. Donc je passe énormément de temps. L'autre partie de mon temps, c'est l'écriture. Dans la connaissance de soi est très importante en philosophie. Est-ce que vous avez l'impression de vous connaître vous-même? Alors non, parce que je suis très proche de différents courants, notamment celui de Louis Lavelle, qui est un philosophe, qui expliquait de manière très claire qu'on ne se connaît jamais Ouais. soi-même, que c'est même impossible. Il y a d'ailleurs dans l'anthologie et dans l'exercice spirituel philosophique un très très beau texte Ouais, sur la connaissance de soi ouais. de Louis Lavelle que je recommande, qui est vraiment très beau. Qui est peu connu, et Ouais, qui c'est est peu important. connu. Ouais. Et effectivement, il dit bien, c'est impossible de se connaître soi-même puisqu'on est en construction en permanente. Donc les autres me connaissent mieux que je me connais moi-même. Et il faut toujours aussi, très rapidement, mais avoir en tête que le connais-toi toi-même est une forme de fiction que l'on a mis derrière cette notion-là. Ce qui est très important pour les philosophes antiques, c'est prendre soin de soi. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Quelles sont les vertus, j'ai envie de dire les vertus cardinales, mais qu'il faut pour être philosophe et celles dans lesquelles vous vous reconnaissez? Je crois que la vertu principale, c'est le travail. L'effort? Ouais, c'est l'effort, le travail, c'est la persévérance. Et ça va quand on le dit ici sur des canapés. Lorsqu'on est en train de travailler, c'est beaucoup plus difficile à vivre parce que l'effort, c'est des hauts et des bas, parce que la persévérance, c'est des hauts et des bas. Mais c'est effectivement le travail et l'effort, c'est la qualité. Je dirais presque c'est la seule, parce qu'il peut y en avoir d'autres, mais qui découlent de celle-ci. Il y a quelque chose de laborieux chez les philosophes? Absolument. Il y a quelque chose de laborieux chez les philosophes. Il y a vraiment ce travail, c'est un sacerdoce pour prendre un terme religieux, c'est un sacerdoce que d'être philosophe et que de travailler derrière son papier et ce travail-là. Et c'est ce qui rend véritablement la philosophie pratique comme la philosophie théorique, c'est-à-dire qui relie les deux, je voulais dire par là, c'est cette notion de travail importante. Euh, L'étonnement, le doute et la critique sont trois moteurs de la philosophie. Qu'est-ce qui vous étonne? C'est pour ça que la salle de classe est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'un philosophe qui ne serait pas en salle de cours, par exemple, ou qui n'aurait pas une agora de discussion, par exemple, eh bien, il manque quelque chose. La philosophie n'existe que parce qu'elle est écoutée, elle n'existe que parce qu'elle est effectivement partagée et débattue. Donc cette notion est importante. Donc ce qui va m'étonner, c'est justement la réaction de ce que peut avoir quelqu'un en classe. Et donc ça peut être très changeant d'une heure à l'autre, d'un groupe à l'autre, d'un étudiant à l'autre, d'une étudiante à l'autre. Ça va être très différent et c'est cette capacité d'étonnement qu'il faut toujours avoir, ce qui n'est pas évident parce qu'on pourrait justement avoir une approche qui peut être de négliger les étonnements que ça peut générer, eh bien c'est continuer à s'étonner. C'est continuer à s'étonner d'une réflexion, c'est continuer à s'étonner d'une remarque. Et cette démarche-là est nécessaire et elle est vécue que parce qu'on se confronte aux autres. Le philosophe qui est en retrait ne se confronte plus, mais il ne philosophe plus non plus. Qu'est-ce qui vous fait douter? Ce qui me fait douter, c'est la, 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 la possibilité de découvrir encore les questions que l'on pense avoir couvertes. L'exemple du connais-toi toi-même, il y a 2 minutes entre nous. Le connais-toi toi-même, c'est une phrase permanente dans la philosophie qui irrigue toute la philosophie. Quand on tombe sur un texte de Louis Lavelle, on doute de tout ce qu'on a écrit, on est étonné de ce qu'on est en train de lire, on dit mais c'est pas possible. Mais pourquoi c'est passé inaperçu? Comment c'est Clément possible? Rosset dit aussi que se connaître soi-même, c'est finalement c'est une tarte à la crème philosophique. Oui, Jacques Rancière aussi le dit de cette manière-là. Michel Foucault le décriait complètement. Le connais-toi toi-même n'est clairement pas un principe philosophique. L'esprit critique, comment il s'exerce chez vous? Bah, l'esprit critique est celui qu'on doit avoir avant tout vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que l'esprit critique, c'est est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que j'agis correctement? Est-ce que je travaille correctement? La façon avec laquelle je peux me remettre en cause. C'est très compliqué l'esprit critique parce qu'il est toujours dans une phase où bien on a notre ego qui est extrêmement haut, ou alors on se sent vraiment plus bas que terre. Et la difficulté, c'est trouver ce bon endroit. Et malheureusement, on passe beaucoup de temps, je pense en philosophie, à être ou très haut, on pense savoir, on pense avoir découvert quelque chose, on pense vouloir partager parce qu'on une sorte de révélation philosophique, ou alors, mais en fait, tout le monde l'a déjà écrit, c'est nul, de toute façon, les autres ne comprennent pas ce que je dis, ou alors, c'est moi qui ne suis pas clair. Et donc, c'est toujours très haut et très bas.
C'est Justement, on compliqué. parle de connaissance. Descartes cherchait une connaissance ferme et assurée. Est-ce que vous avez une certitude? La certitude du travail, oui. La certitude du travail, comme je l'ai dit, la certitude du travail, la certitude de devoir toujours être remis en cause. La certitude d'être toujours devoir être remis en cause. C'est extrêmement pénible, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement triste également, c'est extrêmement douloureux d'être remis en cause. Il n'empêche que dès lors qu'on ne l'est plus remis en cause, eh bien on finit par disparaître. Donc c'est une certitude, c'est qu'il faut travailler. L'autre certitude, c'est la remise en cause nécessaire. Elle est chez vous, mais très compliqué. Donc autrui est le meilleur remède pour se remettre en cause. Socrate disait que de tous les hommes, les philosophes étaient les mieux préparés à la mort, notamment parce qu'ils arrivaient à s'affranchir de la peur de la mort. De quoi vous avez-vous peur? J'ai peur de ce que les d'autres Grecs ont parlé de la stultitia, c'est-à-dire l'enfermement. L'enfermement, c'est-à-dire l'incapacité à justement voir des vérités et m'enfermer dans ma connaissance, m'enfermer dans qui je suis ou m'enfermer dans mes croyances. Et c'est terrible parce que ça veut dire que l'on a un regard sur soi qui est complètement faussé, que les autres peuvent voir, mais que nous ne pouvons pas voir soi-même. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose justement d'autarcique ou d'autistique même parfois chez les philosophes qui s'enferment dans un discours, dans une théorie et puis qui n'en sortent plus, quoi. Oui, et pourtant il faut l'avoir. C'est toute la complexité. Si vous êtes en permanence perméable, eh bien vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à penser par vous-même. Pour produire un livre, pour produire une pensée, pour produire un article, pour produire une idée, vous avez besoin à un moment donné d'être en autarcie. Et vous devez vous extraire du monde, mais il faut y retourner. C'est toute la complexité du philosophe. Le philosophe retourne toujours au monde, mais avant cela, il doit en passer par cette mise à l'écart, cette mise en retrait. Mais le philosophe qui reste en retrait n'est pas un philosophe. On en parlera hein, tout à l'heure. Il y a un chapitre sur le détachement et un chapitre sur le recul, le Ouais. survol dans les exercices spirituels qu'on abordera tout à l'heure. De quoi aimeriez-vous vous affranchir, Xavier Pavie? De la, d'une forme de mondanité que nous avons tous en permanence. On est tous dans une forme de mondanité vis-à-vis des autres, et donc je loue les cyniques sans être, évidemment, les cyniques antiques, je loue les cyniques sans être absolument capable d'être de la même trempe, du même matériau qu'eux. Dernière question de cette interview socratique, et puis on passera à la séquence suivante. Le bonheur pour vous, mythe ou réalité? Ah, c'est totalement un mythe parce il est forcément éphémère. Il est court et éphémère. C'est un point de vue cynique, c'est un point de vue épicurien, c'est un point de vue stoïcien, c'est mon point de vue. De la même façon, le bonheur est toujours éphémère. Et donc, il ne s'agit pas de le viser, il ne s'agit même pas d'essayer de faire en sorte qu'il puisse nous habiter. C'est un mythe qui n'existe pas. Il existe de manière très fugace. Et donc, il s'agit plutôt, comme je le disais, d'essayer de vivre du moins mal possible. Vivre du moins mal possible est quelque chose d'accessible. Chercher le bonheur, c'est absolument hors de nous. J'espère qu'on vous connaît un peu mieux avec ces réponses à ces questions de l'interview socratique. On va passer à la séquence suivante. Je pense, donc j'écris. Je pense donc j'écris, donc on va passer justement à votre dernier livre, puisque vous êtes l'auteur d'Exercices spirituels philosophiques, qui est paru cette année, en 2022. Je le disais, c'est une anthologie, mais c'est pas qu'une anthologie. Si vous deviez résumer le projet ou l'idée de ce livre, comment vous le présenteriez? Je crois que vous l'avez bien fait, Mathias. C'est effectivement l'objectif d'avoir, parce que ça n'avait jamais été fait, c'est-à-dire le rassemblement des textes fondamentaux de la spiritualité philosophique. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Elle est souvent vue comme religieuse. Qu'est-ce que c'est que les exercices spirituels? Souvent vus avec le yoga. Il n'empêche qu'il y a des textes fondamentaux, que tout un chacun s'accorde à dire qu'ils sont bons pour la spiritualité, qu'ils sont que philosophiques. Simplement, ils étaient épars, donc j'ai rassemblé ce qui était épars, et en rassemblant ce qui est épars, on commence à avoir une sorte de corpus permettant d'aider. Donc j'ai fait en sorte d'avoir différents thèmes,
la notion d'apprendre à mourir, la notion d'apprendre à lire, d'apprendre à manger, d'apprendre à vivre. Il y a 9 thèmes Il y a 9 principaux, thèmes. on va les évoquer. Oui. Et ces 9 thèmes-là, je les ai introduits et j'ai rassemblé, parce que je les connaissais, j'ai rassemblé les textes principaux. Alors, c'est issu également d'un- c'est donc, ça doit être mon 4e ou 5e livre sur les exercices spirituels. Donc, j'avais déjà, de manière assez détaillée, regardé ce qu'étaient les exercices spirituels dans l'Antiquité, puis dans l'espace contemporain, où il y a 2 volumes importants qui sont sortis, c'était aux Belles Lettres, sur ce sujet en particulier, mais il n'y avait pas ce rassemblement. Donc ce rassemblement est unique et j'ai voulu le faire de manière à la fois accessible, vous l'avez dit au début d'émission, pour que tout le monde, tout un chacun puisse effectivement comprendre ce que c'est, mais aussi pour les plus aguerris, pour retrouver directement les textes qui parlent de ces thèmes. Alors justement, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'un exercice spirituel? Et en particulier, qu'est-ce qu'un exercice spirituel philosophique? L'exercice spirituel, il est composé de discours, c'est-à-dire je vais apprendre quelque chose qui va ensuite devenir un entraînement pour moi, pour le mettre en pratique. Donc, je suis à la recherche toujours du pouvoir ou de l'argent, par exemple. Comment je fais pour me départir de ça? Eh bien, j'ai besoin effectivement de comprendre pourquoi. Et comprendre pourquoi, eh bien, il y a énormément de philosophes, beaucoup de philosophes qui ont travaillé sur la notion de pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Pourquoi est-ce qu'on veut le pouvoir? À quoi sert le pouvoir? Quelle est la réussite que l'on cherche derrière le pouvoir? Il y a un nombre de philosophes considérables qui ont effectivement travaillé sur le sujet. Donc j'ai besoin d'acquérir cette connaissance. Donc c'est un discours. Et un discours, c'est donc la première partie de l'exercice spirituel qui doit être mis en œuvre. Et donc en lisant cela, je dois dans le même temps faire en sorte de pouvoir mettre en place ce qui est dit. Donc je vais pratiquer, donc je vais m'entraîner. L'exercice spirituel, c'est ça. Mais attention, dans l'exercice spirituel, il y a exercice. Dans l'exercice, ça veut dire entraînement, travail, répétition, en permanence. Si je lis une fois le texte, ça ne fonctionnera pas. Je ne le lis pas qu'une fois, je le lis une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, peut-être tous les jours. Marc Aurèle se répétait tous les jours un certain nombre de Alors dogmes et de justement, principes. j'allais vous parler de Marc Aurèle. Un des exemples historiques d'exercice spirituel, c'est les pensées pour moi-même Oui. de Marc Aurèle, qui consigne en fait quasiment au quotidien un certain nombre de mantras philosophiques pour Ouais. s'exhorter à agir de la meilleure façon, c'est ça? Absolument. Je peux en citer un de tête. Il se dit, dès l'aube, dis-toi à l'avance que tu vas rencontrer un ingrat, un fourbe, un insolent, un traître, etc. Il pratique l'exercice spirituel. Il est tôt aujourd'hui, j'espère que c'est pas encore le cas. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui risque de se produire. En pratiquant cet exercice spirituel, je me mets en condition de, lorsque ça va arriver, eh bien, je ne serai pas énervé par ce traître, par cet insolent, par ce fourbe, par cet égoïste. D'ailleurs, dans le livre, le premier des exercices, puisqu'on va revenir sur le détail, c'est anticiper, arriver à apprivoiser un peu le futur ou ce qui peut Ouais. arriver, quoi. Oui, absolument. C'est l'anticipation. Je me prépare à me mettre dans une démarche qui va me permettre de travailler, d'exercer ma spiritualité. Et en exerçant ma spiritualité, je vais vivre le moins mal possible ou vivre un peu mieux. Alors, vous l'avez dit, dans exercice spirituel, il y a exercice, mais il y a spirituel aussi. Oui. Et pourquoi spirituel? Parce que ça pourrait être juste exercice philosophique. Spirituel, vous dites dans votre livre, d'ailleurs, en citant un autre philosophe qui est Guy Lardreau, que Guy Lardreau dit spirituel, c'est un peu un mot valise, un peu un mot fourre-tout, et on a du mal à identifier vraiment ce que c'est très malaisé à définir. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par spirituel? Alors, sinon, on revient aux origines du terme spirituel, hein. Il y a la notion de souffle, spiritualus, spiritualis, qui va être effectivement quelque chose que l'on va avoir en nous, qu'on n'arrive pas forcément à bien cerner. Alors, est-ce que ça peut être l'âme? Est-ce que ça peut être le cerveau? Est-ce que ça peut être l'esprit, par exemple? Eh bien, c'est un peu tout ça. Quand vous travaillez sur votre esprit, vous allez effectivement avoir un exercice spirituel. Mais la question, c'est la spiritualité, à qui elle appartient ou comment vous la travaillez. Il s'avère que l'Église a plutôt confisqué la notion de spiritualité. Parce que vous pouvez conduire votre spiritualité, c'est votre esprit, vers Dieu, comme vous pouvez construire votre esprit ou diriger votre esprit vers autre chose. Mais le terme même d'esprit ou de spirituel, ça a une connotation toujours un peu mystique, non?
c'est pas que c'est mystique. La question, c'est que c'est comme l'âme, si vous voulez. L'âme, est-ce que l'âme, elle est mystique ou elle n'est pas mystique? Vous avez votre propre âme, par exemple, vous agissez en votre âme et conscience. Eh bien, quand vous agissez entre votre âme et conscience, vous agissez avec spiritualité. Donc la spiritualité, c'est le matériau sur lequel nous allons travailler. Donc, pour le dire de manière plus simple, vous allez travailler sur votre esprit. Mais votre esprit qui va vous conduire à quelque chose de plus grand que vous. C'est pour ça qu'on va souvent mêler la spiritualité avec une notion de transcendance. Cette transcendance, qu'est-ce qu'elle est? Ou bien elle peut vous conduire à Dieu, et ma spiritualité est conduite et alimentée, c'est important, conduite et alimentée par Dieu, c'est-à-dire par la loi, par les écrits, ça peut être par le Coran, ça peut être par la Bible, ça peut être par la Torah par exemple, et cette spiritualité-là va me dire comment est-ce que je dois agir. Et cette spiritualité va me conduire vers un des dieux monothéistes dont je viens de parler. Mais, et le deuxième point est important, elle peut me conduire vers autre chose. Aujourd'hui, elle me conduit vers quoi si je ne pense pas à un Dieu? Elle me conduit vers moi-même. Et donc, quand elle me conduit vers moi-même, je parlais de la question du pouvoir, la question par exemple de l'argent, est-ce que un Dieu, par exemple, doit me dire comment je dois me comporter? Ou est-ce que moi, je dois réfléchir sur comment me comporter, non pas vis-à-vis d'un Dieu, mais vis-à-vis de ce qui est bon? Et vis-à-vis de ce qui est bon est également tout à fait pertinent et je dois travailler ma spiritualité en fonction de cela, en fonction de je travaille pour le bien de l'autre, je travaille pour le bien d'autrui, je vais travailler en fonction de ce que l'homme doit être, et pas forcément vis-à-vis d'un Dieu. Autrement dit, pour le résumer, vous avez effectivement l'exercice spirituel très connu par Loyola, Ignace de Loyola, mais l'exercice spirituel peut conduire à la religion, l'exercice spirituel peut conduire à vous-même. Est-ce que ça recoupe cette grande distinction philosophique entre d'une part la transcendance et d'autre part l'immanence? Oui et non, parce que la transcendance et l'immanence peuvent se recouper l'un l'autre. Par exemple, lorsque je suis en train de réfléchir à dis-toi ce matin, dis-toi que tu vas rencontrer un fourbe, un insolent, etc., comme le fait Marc Aurèle, ou que la mort n'existe pas, comme le dit Épicure, eh bien, je suis en train de travailler ma transcendance pour maintenant, pour l'immanence. Autrement dit, vous avez avec l'exercice spirituel philosophique le mélange à la fois du transcendant et de l'immanent. Ce qui n'est pas forcément vrai lorsque vous êtes dans une spiritualité religieuse. Parce que tout ce que vous allez faire est vous préparer pour le futur, pour ce qui va se passer après la mort. Et donc vous vous préparez à cela. Et donc vous êtes quasi uniquement que dans la transcendance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'immanence, parce que vous allez vous comporter dans la vie présente en fonction d'une religion, mais pour un salut futur, pour un salut qui va être ou qui va arriver après la mort. Ce n'est pas le cas dans la spiritualité philosophique. La spiritualité philosophique est je vais me comporter non pas pour un futur, non pas pour un salut, mais pour un salut, si on peut dire, ici et maintenant. On va rentrer dans le détail de l'ensemble des apprentissages et des exercices dans un instant. Je voulais vous demander avant, dans l'Antiquité, toutes les écoles pratiquaient ces exercices spirituels? Oui, on dit que toute la philosophie est une manière de vivre. Toute la philosophie antique est une manière de Alors voilà, vivre. oui, Donc, on a effectivement la façon de se comporter. Donc, vous les avez effectivement globalement dans toutes les écoles antiques, mais il faut dire que trois écoles sont majeures. Trois écoles sont majeures qui sont les stoïciens, les épicuriens et les cyniques. les exercices spirituels sont connexes à une conception de la philosophie qui est la philosophie comme manière de vivre. Oui, absolument. Mais On- pour... je vous demande ça parce que souvent, de l'extérieur, les gens ont souvent l'impression que la philosophie, c'est du jus de cerveau, de la fumée de crâne, et que finalement, ça ne sert pas à grand-chose et que ça ne redescend pas beaucoup dans le réel. Euh, la philosophie comme manière de vivre, c'est justement un démenti de cette impression. Ben, elle a surtout été que ça. Elle n'a surtout été que ça. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une notion de connaissance qui était importante dans l'Antiquité, mais elle n'est quasiment que ça, la philosophie, c'est-à-dire la façon avec laquelle vous devez vous comporter. Et c'est cet amour de la sagesse, ou cette voie vers la sagesse, qui est le terme de philosophia, donc cette voie vers la sagesse vers laquelle vous voulez aller, qui doit nous conduire dans notre comportement de tous les jours, dans notre comportement et dans notre vision que l'on a de la société, d'autrui, de la sagesse, de tout ce que l'on pourrait avoir. Donc la philosophie est éminemment pratique. Il n'y a aucun doute dessus. Pourquoi est-ce qu'on a cette idée-là? C'est parce que, on va le dire un peu vite, mais à la fois du côté de la religion, qui a confisqué, comme je l'ai dit, la spiritualité, qui a confisqué d'une certaine manière les exercices spirituels. Au Moyen Âge? Absolument. Vous avez le début avec les pères de l'Église, et puis ensuite avec le Moyen Âge,
où la philosophie va être quelque chose de très conceptuel et qui ne va pas être sur le mode de vie. Pourquoi? Parce que le mode de vie, il est déjà régencé. On sait comment on doit se comporter, on doit l'attitude que l'on doit avoir, on sait la morale qui nous est donnée par l'Église. Donc qu'est-ce qu'il va rester à la philosophie? Pas son mode de vie, mais donc ses textes, notamment Aristote, pas tout chez Aristote, mais une partie chez Aristote, notamment ce qu'on va appeler la scolastique ensuite. Et la scolastique va être un travail plutôt conceptuel, théorique, voire abstrait, et qui ne va pas forcément avoir un lien avec le mode de vie que l'on va obtenir, parce que le mode de vie est régencé par ailleurs. Alors, vous avez classé les sujets ou les thématiques, vous les avez organisés de ces exercices spirituels. Il y en a 9. Je ne sais pas si je peux apprendre à se préparer, à s'équiper. Un, apprendre à se connaître et prendre soin de soi, s'améliorer. Ça, c'est le deuxième. Apprendre à se détacher. Apprendre le mode de vie philosophique. Apprendre l'usage du corps. Apprendre d'autrui. Apprendre à lire, écrire et à écouter, apprendre le regard d'en haut et apprendre à mourir. C'est les 4 chapitres, 4 grands chapitres que vous introduisez. Vous expliquez justement la nature de l'exercice et on trouve ensuite les textes références à ces exercices spirituels. Est-ce que ça, c'est une feuille de route? Ces 9 points, est-ce que c'est une feuille de route? Est-ce que c'est un programme? Comment on fait? Par où on commence? Comment... Alors, nous n'avons pas tous les mêmes problèmes au même moment. C'est-à-dire que vous avez la difficulté que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre dépendance à l'argent, comme j'ai dit, mais par exemple l'obstacle que vous pouvez avoir dans votre vie, que ce soit de la maladie, de la mort par exemple, mais ça peut être également votre soif de pouvoir que vous voulez acquérir, etc. Vous allez avoir différents types d'exercices spirituels pour différents moments, pour différentes personnes. Et l'enjeu qui est important, c'est que tous les exercices spirituels ne sont pas pertinents pour tous. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans l'Antiquité, vous pouviez avoir des disciples qui passaient d'une école à l'autre, parce que ça ne correspondait pas ou ne correspondait plus finalement à ce qu'ils voulaient. Et donc, l'enjeu est de dire, qu'est-ce qui, moi, me parle? Est-ce que je suis plutôt dans cet exercice spirituel-là? Est-ce que celui-là me parle vraiment? L'écriture, par exemple. Est-ce que celui de la lecture me parle un peu plus? Celui du dialogue me parle un peu plus? Celui de la méditation me parle un peu plus? Autrement dit, l'objectif dans, dans cet ouvrage, c'est de dire, je donne accès au type, aux variétés d'exercices spirituels, charge à chacun de voir celui qui lui répond le mieux. C'est ce que vous expliquez, hein, pour ceux qui seraient tentés d'aller voir page 219, effectivement, c'est que il y a un choix qui s'opère et que les portes d'entrée peuvent être finalement en fonction des problèmes de chacun. Vous, votre impression, quel est le plus important? Est-ce qu'il y en a un qui prime sur l'autre? Pas vraiment. On a effectivement cette idée très importante chez les stoïciens, il y a des choses qui dépendent de soi, des choses qui ne dépendent pas de Ouais. soi, donc c'est quelque chose effectivement d'important, quelque chose que l'on peut se répéter et s'entraîner parce que c'est un exercice spirituel qui est fort, mais je ne peux pas dire qu'il soit plus ou moins important que celui d'Épicure quand il dit qu'il y a des besoins naturels et nécessaires. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la suite de l'Antiquité, et c'est pour ça que les différents chapitres sont séparés en Antiquité, période moderne et période contemporaine, c'est de voir cette évolution des exercices spirituels. Montaigne, c'est quasiment le premier, Erasme un peu avant, mais Montaigne va être celui qui va redresser les exercices spirituels d'une certaine manière et en mélangeant tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les épicuriens, les stoïciens ou les cyniques, mais qu'est-ce qui vraiment est pertinent pour moi? Et c'est ça que j'invite à faire avec le livre, en disant, ce qui est important, c'est de dire, qu'est-ce qui, moi, me parle, peu importe l'école, mais celui-là, ça me parle. Donc c'est pour ça qu'il est difficile d'en choisir un. La notion stoïcienne est très importante pour moi, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui n'en dépend pas. La notion épicurienne des besoins naturels et nécessaires est importante. Mais le plaisir est éphémère chez les cyniques est quelque chose aussi qui me dirige et qui conduit aussi mon existence. Vous consacrez un chapitre au détachement qui est très important, peut-être primordial, à savoir prendre du recul ou de la hauteur d'ailleurs. Il y a 2 chapitres euh, sur ces thématiques-là. Moi, je voulais vous dire, parfois ça paraît quand même un peu abstrait, ou ça peut paraître un peu abstrait et désincarné. Je prends par exemple l'exemple canonique du stoïcien qui perd un enfant et le stoïcien dit non, faut pas dire j'ai perdu un enfant, faut dire je l'ai rendu.
euh, pour le coup, ça paraît très théorique et très difficile à mettre en pratique. Parce que si demain, moi, je perds mon fils, je me dirais pas, oh bah oui, je l'ai rendu, quoi. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que il faut avoir chez les stoïciens la constance du temps. Le temps n'est pas le temps de votre vie. Il y a le temps. Et il s'avère que dans ce temps, incluant la non-existence, il s'avère qu'à un moment donné, vous arrivez. Vous arrivez et que vous arriviez pendant quelques heures, les nourrissons qui peuvent décéder à la naissance, ou que vous soyez un vieillard, vous allez retomber à la non-existence. Il y a une métaphore très célèbre d'Épictète qui dit il faut que vous considériez que vous êtes en navigation, puis vous arrivez sur une île, vous allez ramasser des coquillages, vous allez ramasser des choses. Quand le capitaine siffle, vous devez remonter dans le bateau et repartir pour la navigation. Et c'est évidemment la non-existence, alors qu'on peut appeler mort, mais c'est la non-existence. La non-existence était avant nous, elle est après nous, et donc on a ce passage-là. Pour revenir sur votre point, ce que vont dire les stoïciens, c'est effectivement la notion nécessaire de se rappeler en permanence que votre fils peut décéder. Ce n'est pas la même chose que de dire vous êtes détaché quand il est décédé. L'idée, Marc Aurèle a perdu beaucoup de ses enfants, il a été plusieurs fois très triste de les perdre, bien évidemment. Et tout le monde serait triste de perdre un enfant. Ce qu'ils disent, c'est comment est-ce que l'on s'entraîne à cela avant que cela n'arrive, pour justement le moment où cela arrive, que l'on ne soit pas triste. Alors vous prenez un cas qui est difficile, qui est extrême. Auprès de mes étudiants, je parle d'amour, par exemple. Je dis, bah, si votre copain ou si votre copine va vous quitter, la meilleure façon de bien le vivre, c'est de vous préparer avant au fait qu'elle vous quitte et au fait qu'il vous quitte. Et dans ces cas-là, le jour où ça arrive, que votre copain ou votre copine vous dit bah, c'est terminé entre nous, eh bien vous êtes déjà préparé à cela. Alors, on peut en conséquence percevoir que, effectivement, ça peut marcher, ça peut fonctionner, mais est-ce qu'il faut être triste ou est-ce qu'il faut se poser toutes ces questions-là auparavant et ne pas vivre l'instant présent? Eh bien, les philosophes sont très clairs là-dessus. Non, les stoïciens en tout cas, il faut être très clair sur cette nécessité de se préparer avant que ça n'arrive, parce que vous allez ajouter à la peine la surprise. Si vous n'êtes pas préparé à ce que votre copain ou votre copine vous quitte et qu'elle arrive ou elle vous arrive en disant je te quitte, vous allez être affecté et vous allez être surpris. Les stoïciens disent vous ôtez la surprise si vous êtes préparé avant, donc vous souffrirez moins. Se préparer, avoir un peu de détachement, prendre un peu de recul, est-ce que ça permet aussi de mieux profiter justement de ce qu'on vit et du temps présent? C'est en tout cas vivre moins mal ce qui peut vous arriver. Le fait d'avoir été quitté va vous mettre dans une dépression importante. Pendant plusieurs mois, plusieurs années, peut-être vous n'allez jamais vous en remettre. Eux, ce qu'ils disent, c'est il va falloir avoir cette vie qui est pondérée, modérée en termes d'émotions. Si vous pondérez, vous modérez ces émotions, alors vous n'irez pas dans un profit de l'instant présent exceptionnel, ça n'existera pas, parce que tout ce que je viens de dire sur que ce soit la perte d'un enfant ou que ce soit la perte de son copain ou de son conjoint, c'est pas moins vrai pour les fêtes. C'est pas moins vrai pour les soirées ou ce genre de choses. Nous n'avons pas à laisser exprimer notre plaisir lors d'une soirée qui peut arriver parce qu'on sait très bien avec les cyniques que tout ça n'est qu'éphémère, que tout ça n'est finalement pas grand-chose. Marc Aurèle le dit de manière claire sur différentes choses. Je peux vous donner un exemple, mais quand il parle du sperme, donc qui est le résultat d'une jouissance, eh bien, il va dire qu'est-ce que c'est? C'est finalement qu'un peu de liquide blanchâtre. Qu'est-ce que c'est que le pourpre? C'est simplement un peu de sang d'animal, etc. Donc, c'est absolument jamais d'émotion. Euh, Parmi les exercices spirituels, il y en a un sur lequel je voulais revenir, c'est celui de la connaissance de soi. Et il y a une distinction que vous faites, qui est une distinction classique, entre la connaissance de soi d'une part et le souci de soi. Quelle est la différence et comment ça peut se pratiquer? Alors, la connaissance de soi, en grec, c'est le gnosticéoton, est quelque chose qui a plutôt été mis de côté. Euh, il a été d'ailleurs popularisé plutôt par le christianisme, mais il a plutôt été mis de côté par les philosophes. C'était la phrase qui était sur le temple de Delphes, et on allait donc au temple et on demandait à quelqu'un de se connaître pour savoir quelle question il allait poser à la Pythie. Et donc, c'était plutôt une question technique, de méthode. Vous arrivez d'Athènes où vous avez marché pendant des kilomètres et des kilomètres, il y a beaucoup de monde qui attend. Bon, connais-toi toi-même au sens de sache bien la question que tu vas poser à la Pythie parce que tu n'auras pas beaucoup de choix d'en poser deux ou trois. Donc, le connais-toi toi-même est plutôt écarté.
même s'il y a ce fantasme de la philosophie ou dans le développement personnel, par exemple, souvent il y a cette notion de connais-toi toi-même qui veut vraiment rien dire d'un point de vue philosophique. La question fondamentale, c'est epimeleia eotou, qui est le terme grec qui signifie prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça veut dire non pas non plus dans le bien-être, aller au spa ou au massage ou à la méditation où je prends soin de moi parce que je vais me promener dans la forêt. Ça peut paraître très déceptif. Absolument, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Le prendre soin de soi, c'est justement lire les auteurs, c'est justement écrire, c'est justement pratiquer la forme de méditation philosophique, c'est notamment faire attention à la diététique au sens où je ne vais pas manger beaucoup, je vais faire attention au sens épicurien, L'usage du corps. l'usage du corps. Tout ça, ce sont effectivement des principes du prendre soin de soi. Si je ne me cultive pas, si je ne suis pas avec un maître, si je ne suis pas dans une communauté me permettant de me développer, alors je ne prends pas soin de moi. C'est extrêmement clair. Si je ne travaille pas, si je ne suis pas dans l'effort et la persévérance, je ne prends pas soin de moi. Et donc, on a cette nécessité de travail nécessaire. Et c'est quelque chose, encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, Mathias, de manière tout à fait pertinente, il y a quelque chose de laborieux. Et il y a quelque chose de laborieux dans le prendre soin de soi. C'est-à-dire que c'est un principe continu, prendre soin de soi. Si on pratique ces exercices spirituels, ou si on y a recours, quelle que soit la porte d'entrée, quels sont les résultats, entre guillemets? Est-ce qu'il y a un résultat? C'est quoi? C'est arriver à être plus heureux, apaisé, vivre mieux ou en tout cas le moins mal possible, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est vivre le moins mal possible face à ce qui peut arriver. Et cette dimension-là, elle est ancrée dans notre quotidien de manière importante. Quand vous êtes dans une entreprise et vous n'obtenez pas le poste que vous voulez, est-ce que vous allez vous en prendre aux autres ou est-ce que vous en prenez à vous-même ou vous en prenez à personne? Ce qui est une autre approche. Cette démarche-là, elle n'est pas moins vraie sur le fait de dire mais j'aimerais ou j'envie la voiture de mon voisin. Et ça n'est pas moins vrai sur être énervé par rapport à ce qui se passe au tous les jours. Donc il y a quelque chose de très important qui est la connaissance philosophique des exercices spirituels doit nous aider dans le quotidien. Si elle est inutile, alors la philosophie ne sert à rien, il faut arrêter tout de suite. Elle a besoin de cette utilité dans le quotidien. Justement, petite question, parce qu'on est déjà bien avancé. Je voulais vous parler des entreprises. Vous êtes prof à ESSEC et vous avez un peu travaillé sur cette question. Quel est le rapport que peut entretenir le monde de l'entreprise ou le monde du travail avec la philosophie? On voit aujourd'hui fleurir beaucoup de philosophes d'entreprise. Est-ce que c'est un usage galvaudé, un dévoiement de la philosophie ou un usage cosmétique aussi, parce que philosophie sexy, quel point de vue vous avez sur cette question-là? Vous voyez bien et c'est important que vous posiez cette question justement après tout ce que l'on a dit, comment faire tout ça en entreprise? Comment pratiquer cette philosophie-là, toute la nécessité de lire des textes, la répétition, l'usage, les années, les discussions, pas la performance, c'est un lapsus, la persévérance, l'effort et le travail en entreprise sur des questions philosophiques. Quelle est l'entreprise qui aujourd'hui pourrait se dire oui, je vais faire ça de manière longue, régulière, permanente? Pas une, Mathias, pas une ne le ferait, mais pour de bonnes raisons. L'entreprise, ça n'est pas son but. L'entreprise, elle a un objectif social fondamental dans la société. Elle a un objectif économique fondamental dans la société. Donc, est-ce que l'entreprise a un but et une utilité? La réponse est sans aucun doute oui. Est-ce que la philosophie en a un? Sans aucun doute oui. Et donc, pourtant, les entreprises sont des écosystèmes, j'ai envie de dire, des écosystèmes philosophiques qui s'ignorent, qui sont confrontés à des problèmes de pouvoir, à des problèmes de désir, à des problèmes d'organisation, à des problèmes de performance. Donc, Mais Mathias, ce ne sont pas, pardonnez-moi, mais ce ne sont pas les entreprises qui sont confrontées à ça, ce sont les hommes. oui. Donc moi, je m'intéresse aux hommes qui peuvent être confrontés à ça. Et je leur dis, pas en tant que salarié, en tant qu'individu, tu dois pratiquer des exercices spirituels. Est-ce que cela va te servir dans ton entreprise? La réponse est oui. Mais je ne vais pas aller dans une entreprise pour dire, voilà comment est-ce qu'il faut que vous vous comportiez. Ces philosophes d'entreprise n'ont rien à voir avec la philosophie, strictement rien à voir. Si nous voulons articuler les deux, et depuis de nombreuses années, je travaille sur la notion d'innovation responsable. Plus exactement, celui qui m'intéresse, c'est l'innovateur. L'innovateur parce que c'est le point d'orgue d'une entreprise. C'est celui qui va créer des choses
faire des choses pour que l'entreprise fonctionne. La question, c'est à quel prix? Parce qu'on voit bien la difficulté que les innovations vont avoir, que ce soit un téléphone portable, un ordinateur, que ce soit dans le recyclage, l'usage des données, etc. C'est considérablement important de prendre en compte la notion d'innovation. Ce qui m'importe, et c'est très important, ça n'est pas que la philosophie soit au service de l'entreprise, qu'il y ait des philosophes qui aillent dans les entreprises pour faire plus performer l'entreprise. Ça n'a pas de sens pour moi. Par contre, le fait que l'entreprise soit au service de la philosophie, ça, c'est évidemment une clé fondamentale. Parce que ça voudrait dire que des entreprises peuvent justement viser le bien, le bon, le commun, grâce à leur technique. C'est très C'est simple, hein. possible, ça arrive? Mais regardez il y a quelques semaines avec Patagonia qui dit mais en Ouais. fait je n'ai pas vendu, et je cite Yvon Chouinard, je n'ai pas vendu mon entreprise parce que je m'en sers comme un outil pour défendre la nature. Incroyable, c'est pas moi qui, ce n'est qu'une citation. C'est ultra minoritaire. Sauf que l'on voit les entreprises à mission, on voit les bicorps, on voit cette pression qui arrive auprès des entreprises et qui finalement n'est qu'un retour des choses. Ça n'est pas quelque chose de nouveau. C'est dans les années 50, lorsqu'on avait Howard Bowen qui parlait du rôle social de l'entreprise, eh bien c'était celui-là. Donc que nous ayons eu 30 ans, je dirais, d'extrême finance des entreprises, d'actionnariat extrême sur le retour sur investissement, alors qu'on a eu des actionnaires qui donnaient de leur poche en disant « moi je crois dans cette entreprise-là parce que je crois au bien de la société », ça a existé et c'était, je vais le dire un peu vite, mais du bon actionnariat. Qu'on le retrouve aujourd'hui, c'est tout à fait naturel et la philosophie a effectivement un rôle à jouer ici parce qu'on va former des individus qui vont travailler dans des entreprises qui vont justement viser le bien. Xavier, nous allons passer à notre prochaine séquence, la dernière, celle du philo quiz. Le philo quiz, c'est une série de petites questions que je vais vous poser à partir de citations et je vais vous confronter donc à d'autres philosophes, penseurs. Est-ce que vous pensez, comme Socrate, qu'une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue? Absolument. Il n'y a aucun doute. La notion d'examen, il faut voir ce qu'on appelle par examen. Ce n'est pas forcément l'introspection, mais une vie doit être examinée, analysée en permanence. C'est tout simplement se questionner sur notre existence. C'est une phrase très dure quand même, parce que ça veut dire que ceux qui ne philosophent pas passent un peu à côté de leur vie, non? Absolument. Très dur, mais assumé. Ok. Est-ce que vous pensez, comme Épicure, que le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse? Alors, au sens épicurien du terme, oui. Ouais. Donc, au sens épicurien, oui, et il faut mettre toujours ça en perspective avec ce que recherche Épicure, hein, c'est toujours l'ataraxie. L'ataraxie, c'est l'absence du déplaisir. Donc, j'ai le plaisir par l'absence de déplaisir. Et à ce titre-là, je suis d'accord avec Épicure. Est-ce que vous pensez, comme Guillaume de Cam, qu'il ne faut pas multiplier des entités sans nécessité? C'est- je ne suis pas sûr de ça parce que il y a besoin d'être nourri et d'avoir différentes perspectives. Et donc se confronter, c'est ce que dit Pascal, hein, on va confronter son esprit à d'autres, on va frotter son esprit à d'autres, frotter son cerveau à d'autres, ça c'est nécessaire et je ne crois pas justement à une forme de manichéisme. C'est ce pourquoi je suis très fier de travailler dans une école de management, une école de commerce comme l'ESSEC par exemple, et en même temps enseigner la philosophie ailleurs. Est-ce que vous pensez, comme Montaigne, qu'il vaut mieux forger son âme que la meubler? Oui, il faut tailler sa pierre brute, il faut travailler toujours son matériau, et son matériau, c'est son âme. Et donc, on a besoin d'essayer de forger ça. Est-ce que vous pensez, comme Descartes, qu'il vaut mieux changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde? C'est d'ailleurs un texte qui se trouve Bien sûr. dans le livre. C'est une phrase stoïcienne Ouais. que Descartes a pris, il n'y a aucun doute dessus, évidemment. C'est changer ses désirs. Il est naturel d'avoir des désirs, pour reprendre l'Épicure, non naturels, non nécessaires. Bon, ça peut être une envie d'aller manger dans un restaurant 3 étoiles ou de conduire une Ferrari. Ce ne sont pas les miens, en tout cas pas la Ferrari, peut-être plus le restaurant, mais ça peut être naturel ça. La question c'est comment je vais essayer de contrôler ces désirs pour qu'effectivement ces désirs-là, je vais les changer plutôt que de dire il faut que les 3 étoiles Michelin soient accessibles à tous. Mais est-ce que ça n'amène pas à une forme de résignation, in fine? Ah bah, si c'est une résignation, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé dessus, ça veut dire que vous subissez. La question, vous n'avez pas travaillé sur vos désirs. Vous êtes en train, effectivement, de dire, je dois changer la façon avec laquelle je dois penser.
Pourquoi est-ce que je désire aller manger dans un restaurant 3 étoiles, par exemple? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je veux briller socialement parce que j'y vais? Est-ce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas voir ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il faut comprendre ces Ça désirs. revient à cette triple discipline dont parle Pierre Hadot, discipline du désir, discipline du jugement et discipline de l'assentiment. Absolument, absolument. C'est effectivement les topoi épictètes. Est-ce que, comme Spinoza, vous pensez que le désir est l'essence même de l'homme? Là aussi, la question du désir est compliquée. Si je le mets dans une perspective de Bergson qui parle d'élan vital, c'est-à-dire que le fait de vouloir toujours aller vers l'avant, alors oui. Et il faut comprendre le désir chez Spinoza de cette manière-là. Mmh. Donc c'est le désir d'aller vers l'avant et de désirer et de pousser quelque chose. À ce titre-là, oui. Est-ce que vous pensez comme Hobbes que l'homme est un loup pour l'homme? Je n'arrive pas à répondre à cette question. C'est quelque chose qui est fondamental. Est-ce que, oui ou non, Rousseau a raison? Ouais. Est-ce que Hobbes a raison? Est-ce que Platon a raison quand il dit que nul n'est méchant volontairement? Ce qui va rassembler tout le monde, je pense, et c'est ce qui m'importe, c'est mon travail, c'est l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation est la clé. Que l'on puisse penser que l'homme est bon naturellement ou que l'on pense qu'un homme n'est pas bon naturellement, dans les deux cas, on a besoin d'éducation. Donc, dans le Et doute, d'exercice, et d'exercices ouais. spirituels. C'est l'éducation aux exercices spirituels. Dans le doute, il faut les pratiquer. Est-ce que vous pensez comme Nietzsche que ce qui ne te tue pas te rend plus fort? Non, ce qui ne nous tue pas nous affaiblit. Et à force d'être affaibli, on finit par disparaître. Donc cette question-là n'est pas... Elle est souvent un peu d'ailleurs mal comprise dans le langage commun. Ce qui ne nous tue pas peut nous donner de l'expérience, mais est-ce qu'il faut aller vers là forcément? Non, c'est pour ça que je suis plutôt épicurien avec l'évitement des déplaisirs. Est-ce que vous pensez comme Freud que le moi n'est pas maître dans sa propre maison? Ça va dépendre si on se laisse dépasser par notre propre moi. C'est-à-dire que la question de cette... On revient à votre premier point, sur Mmh. la question de l'analyse. Effectivement, est-ce qu'une vie sans analyse méritait d'être vécue? La réponse est non, parce que Freud, justement. Pas Freud en lui-même, mais parce que la question du moi dans sa propre maison est questionnée. Donc à partir du moment où vous analysez ça, vous pouvez effectivement remettre, ou en tout cas avoir des perspectives sur la question du moi dans sa propre maison. Dernière citation d'un philosophe contemporain, Clément Rosset. Est-ce que vous pensez, comme Clément Rosset, que rien n'est plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité, d'accepter sans réserve l'impérieuse prérogative du réel? Il n'y a pas pire que la réalité et le réel. C'est ce qui nous renvoie tous les jours à ce que l'on peut s'imaginer, ou ce que l'on peut rêver, ou ce que l'on peut fantasmer. Et cette notion du réel est très importante, et on doit effectivement avoir, comme je disais tout à l'heure, toujours en perspective que le philosophe doit être confronté au réel. Il ne doit pas rester au réel, sinon il est écrasé. Il y a cette notion importante qui est l'écrasement, c'est le premier niveau du moi. Je suis écrasé par ce qui m'arrive. Et puis je peux prendre un peu de hauteur, c'est l'âge adulte ou la conscience, la maturité. Et ce que je vise avec les exercices spirituels, c'est d'aller à un troisième niveau qui est celui de la transcendance, de la spiritualité, pour justement avoir un peu cet écart vis-à-vis de la réalité, sachant qu'il existe toujours cette réalité. Et donc on redescend vers le réel, mais je suis transformé parce que j'en suis passé par cette étape. Ultime question, avant de terminer cette émission. Est-ce qu'il y a une chose qui méritait d'être dite, qui n'a pas été dite? Il semble que la philosophie comme manière de vivre a été dite, et on a eu le temps de le protéger et de le dire. De le protéger, et c'est vraiment très important, c'est-à-dire qu'on a resté dans ce canevas philosophique qui est très important pour moi. Donc c'est plutôt une répétition de dire que la philosophie est un mode de vie qui demande travail, qui demande connaissance. C'est la théoria et la praxis. Xavier Pavie, merci infiniment, et je ne saurais que recommander ceux qui nous regardent d'aller s'exercer aux exercices spirituels philosophiques. Quant à nous, nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de Deux fils en philo.